Alors, elles ont fait faillite pour des raisons un petit peu différentes les unes des autres, mais le point commun, c'est que c'est des banques de la Silicon Valley, c'est des banques qui sont dopées aux valeurs numériques, dont les principaux clients sont les valeurs numériques ou qui sont spécialisés sur les crypto-monnaies. Donc, on est dans une situation un petit peu particulière où, au fond, on a des conséquences directes d'une succession de situations liées à la pandémie de Covid, que ce soit pour la SVB ou pour les autres banques, et on a finalement la combinaison entre la pandémie et ses conséquences et le fait qu'il y a eu un arrêt de l'activité et puis l'inflation qui a découlé de cette pandémie et qui a entraîné une valorisation différente des actifs, la baisse en particulier pour la SVB, la baisse du prix des obligations et des pertes nettes lorsque la SVB a voulu vendre ses obligations. Alors au-delà des explications techniques de ce qui s'est passé, on est quand même dans un contexte où on s'aperçoit que il y a une nouvelle situation, l'inflation, l'inflation et la volonté des banques centrales de revenir à des politiques monétaires plus normales, à retrouver des marges de manœuvre sur leur politique monétaire. Et donc cette situation, elle déstabilise les acteurs financiers qui, depuis plus de 20 ans, étaient dopés au crédit facile, dopés à la liquidité facile, phénomène qui s'était particulièrement amplifié après la crise de 2008. Donc on a ce qu'on appelle communément un éclatement d'un certain nombre de bulles et de bulles spéculatives. Éclatement des bulles spéculatives qui, au fond, face à une incertitude d'une situation qu'on connaît mal parce qu'on ne l'a plus vécue depuis des années, entraîne une certaine forme de panique. Et c'est probablement en ça que la situation est compliquée, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans une sensibilité extrême des acteurs financiers, des acteurs économiques, peut-être aussi parce qu'un contexte géopolitique troublé, parce que des démocraties questionnées, il y a tout un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on a une sensibilité extrêmement forte à toute annonce, quelle qu'elle soit. Le problème, c'est que dans le secteur financier, et les banques en particulier, sont extrêmement fragiles à des mouvements de panique. Une banque qui se porte bien peut tout à fait se retrouver en difficulté parce qu'à un moment donné, il y a une panique, puisque la particularité des banques, c'est de collecter de l'argent et d'être endetté finalement à très court terme auprès des déposants de comptes de dépôt, mais à l'inverse de prêter cet argent à très long terme, sur 5, 10, 15, 20, 20 ans, et donc de ne pas pouvoir, en fait, si à un moment donné, tous les clients demandent à retirer leur argent, à ne pas pouvoir assurer les liquidités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent cette situation de panique, et c'est cette situation de panique qui pourrait faire que, alors que la situation des banques dans la Silicon Valley n'a aucun rapport, ou un rapport assez lointain lié à l'inflation, avec la situation de la banque suisse ou du Crédit Suisse, on se retrouve dans un contexte où tout ça peut conduire à une crise financière majeure. Alors, dans un premier temps, en fait, le gouvernement américain et la Fed ne prennent pas la mesure des difficultés que traverse la SVB pour la bonne et simple raison que c'est une banque régionale et puis que ce sont des difficultés assez classiques et liées à un contexte nouveau, cette inflation. En fait, la SVB essaye de récupérer des liquidités en vendant une partie des bons du Trésor qu'elle a acquis pendant les confinements du Covid, et sur ces ventes, parce que la valeur des obligations est directement liée au taux d'intérêt, la valeur des obligations a baissé, donc la SVB perd de l'argent. Mais elle perd de l'argent, quand elle a mis ses obligations en vente, elle le savait, puisque c'est totalement mécanique, sauf qu'elle avait besoin de liquidité et qu'elle a accepté cette perte. Donc au départ, on pense que tout ça va se régler. Mais dans ce contexte d'extrême sensibilité des acteurs, dans ce contexte aussi de circulation de l'information beaucoup plus rapide que par le passé avec les réseaux sociaux, les mouvements de panique prennent très très vite et très facilement et s'amplifient très rapidement. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière, c'est cette situation où en fait il y a eu des rumeurs sur le fait que ces banques ne se portaient pas bien, que ces banques étaient au bord de la faillite et qu'il fallait très vite retirer ses liquidités avant d'avoir perdu tout son argent. Donc
Très rapidement, dans le week-end, les autorités américaines prennent conscience de cette difficulté et annoncent, alors le gouvernement américain annonce qu'on va garantir tous les dépôts. En gros, le message, c'est n'allez pas retirer votre argent parce que de toute façon, il est garanti, donc vous ne le perdrez pas même si cette banque venait à faire faillite. Donc ça, c'était la première mesure et c'est une mesure automatique et indispensable face à ce type de situation. Et puis, la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a assuré qu'elle approvisionnerait les banques en liquidité. Donc au fond, on pense les deux plaies. D'un côté, on dit aux déposants, ne paniquez pas, ne retirez pas votre argent pour éviter l'effet de manque de liquidité. Et de l'autre côté, on a une banque centrale qui dit mais vous inquiétez pas, s'il y a des manques de liquidité, je les assurerai. Il faut se rappeler que la crise de 2008 a véritablement été initiée par cette panique-là, c'est-à-dire les banques entre elles ne se prêtaient plus parce qu'elles craignaient de manquer de liquidité et elles craignaient de donner des liquidités, de fournir des liquidités à une banque qui allait faire faillite. Alors, c'est intéressant parce que dans la crise financière que l'on observe aujourd'hui, qui n'est pas encore une crise financière globale, qui est un éclatement d'un certain nombre de bulles, peut-être un retour à une situation normale, même si le risque de crise financière globale n'est pas écarté, il n'est pas écarté parce qu'on est dans un contexte d'extrême sensibilité qui est aussi lié à l'après-pandémie, à la guerre en Ukraine, à la transition énergétique et le changement climatique, à un cumul de facteurs qui viennent déstabiliser en fait les sociétés civiles, les populations et donc les acteurs économiques, et puis un monde qui change, un monde où l'inflation est de retour et on en avait perdu l'habitude. Donc cette extrême sensibilité peut avoir pour effet de conduire à une crise financière majeure. Je dis bien peu, c'est une hypothèse. Donc on voit la guerre en Ukraine a aussi un impact sur cette crise, même si c'est assez peu évoqué, assez peu abordé aujourd'hui par la presse et les médias. Et puis en conséquence, si on se projette sur une situation de crise financière, donc de crise économique majeure, on peut se dire quelles seront les conséquences sur la guerre en Ukraine. Et inévitablement, elles auront des conséquences. C'est difficile aujourd'hui d'identifier quelles conséquences, mais on peut imaginer un certain nombre de choses. On a vu ces jours-ci le prix du pétrole qui diminuait. Donc ça veut dire une énergie qui va coûter moins cher, peut-être une inflation qui va se calmer. Une inflation qui va se calmer et qui va redonner des marges de manœuvre au gouvernement et aux banques centrales pour lutter contre la crise économique et financière. Mais en même temps, on peut imaginer qu'une crise économique, ça déplacera les priorités des gouvernements. Alors il y a deux États qui sont particulièrement acteurs majeurs de ce conflit. C'est la Chine et les États-Unis, bien évidemment, qui sont même quasiment les arbitres de ce conflit, de cette guerre en Ukraine, et qui pourraient, dans une situation économique difficile, parce qu'on connaît l'importance de l'économie pour les États-Unis et pour la Chine pour préserver son régime politique, les États-Unis par rapport à sa démocratie, donc on est aussi, et pour préserver sa démocratie, donc on est vraiment dans un lien économie-politique qui est très étroit. On sait l'importance de la situation économique et d'une situation économique stabilisée. Donc on pourrait très bien imaginer que ces deux acteurs, face dans un contexte de crise économique, essayent de résoudre ensemble ou séparément, essayent d'arrêter cette guerre parce qu'ils ont d'autres priorités, ils ont une situation économique qui les inquiète. On peut aussi imaginer que un continent européen, des pays européens dans une situation de crise économique auraient autre chose à faire que de financer la guerre en Ukraine, auraient autre chose à faire que de gérer cette guerre en Ukraine et pourraient finalement être moins disposés à aider, à soutenir l'Ukraine avec des conséquences géopolitiques qui seraient extrêmement importantes. On peut imaginer l'inverse, on peut imaginer qu'au contraire, la guerre pourrait être un moyen de détourner les esprits d'une situation économique qui devient extrêmement compliquée. Donc on peut tout imaginer, mais il est évident que si ces faillites venaient à se transformer en crise financière puis en crise économique, ça changerait probablement la donne dans le cadre de la guerre en Ukraine.